Eren Yeager, un personnage qui restera fidèle à lui-même, qui même aux portes de la mort ne baissera pas les bras. Une volonté d'être libre qui le poussera à se battre contre l'ennemi, d'abord titan et maintenant humain. Deux ans plus tôt, un port est construit. Pour l'inaugurer, quoi de mieux que la visite d'un pays étranger? Les voilà, le peuple d'Azul, avec comme dirigeante Kiyomi Azubimoto. Tantôt, un air de famille se fait ressentir. Non, vous ne rêvez pas, Mikasa est bel et bien une descendante de ce clan. Alors qu'est-ce que ce clan et quels sont ses liens avec Eldia? Il y a 100 ans, avant l'avènement de la Grande Guerre des Titans, Eldia pendant 2 millénaires dominait le monde entier et le persécutait. Izul, qui était un allié d'Eldia pendant ces 2000 ans, craignait pour son intégrité et décida donc de s'exiler avec le roi Karl Fritz. Puis vient l'événement qu'on connaît tous, l'effacement de la mémoire du peuple eldien. Mais souvenez-vous, l'originel ne peut affecter seulement les gens de son peuple, les Azumabito n'étant pas eldiens et donc n'étant pas soumis à ce processus, le roi Karl Fritz leur proposa l'anoblissement contre leur silence. Mais c'est sans compter que ces derniers ont refusé, dès lors une traque et une chasse à l'homme commencent. Le peuple se fera alors quasiment exterminé. Mais une femme descendante de la lignée directe du shogun d'Azul survit, et le destin mettra sur son chemin un homme qui lui aussi fut traqué pour sa lignée, un Ackerman. Et c'est quelques années plus tard que naîtra une petite fille, Ackerman par son père et Azumabito par sa mère, Mikasa. Alors concernant les Ackerman, car je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des questions là-dessus, c'est un autre sujet. Les Azumabito et les Ackerman sont deux clans différents. Vous l'aurez compris, cet épisode parlera d'un enjeu politique. Un enjeu politique vraiment tendu, car là on parle vraiment de la destinée de l'île du paradis, qu'est-ce qu'elle va en devenir? Alors deux choix se profilent, soit on va à la rencontre des gens pour leur dire qu'on n'est pas une menace, soit on les terrorise et on reste tranquille avec le grand terrassement. Juste assez de temps pour pouvoir s'adapter technologiquement et ensuite aller à la découverte du monde. Mais peu importe la décision à prendre, car dans tous les cas, le sort de Historia sera remis en cause. Car oui, il faut perpétuer cette lignée royale pour que l'originel puisse utiliser son pouvoir. Et c'est là que bien évidemment, Historia va tomber malencontreusement enceinte. Et donc, on ne peut pas sacrifier Historia pour que Sig lui transmette le bestial. Quelqu'un lui aura donc soufflé le seul moyen d'échapper à cette seringue. Mais qui? Alors que les forces spéciales se tourneront vers Yelena, nous spectateurs, nous nous tournerons vers Eren Yeager. Car oui, Eren tient plus que quiconque à ses amis, voulant que ces derniers vivent le plus longtemps possible, aucun d'eux n'héritera d'un titan. Du moins, ça c'était avant. Aller de l'avant, se battre encore et encore. On comprend tout de suite que Eren ne s'arrêtera pas sur sa lancée. Quitte à en payer le prix, il obtiendra sa liberté. On a donc un Eren Yeager qui va devenir de plus en plus terrifiant. On le ressent à cette scène quand il est derrière les barreaux, le visage caché, on a l'impression que c'est lui le méchant de l'histoire, et au fur et à mesure que l'histoire avancera, Eren sera de moins en moins compréhensible. Son meilleur ami d'ailleurs décréta, plus personne ne le comprend. Et dans cet épisode, ce qu'on aura de très pertinent, c'est le chamboulement chronologique en alternant flashback et présent. On a d'abord un personnage qui, au soleil couchant, les faisait rougir et crisper leur visage de honte et un peu de gêne, mais au soleil couchant d'aujourd'hui, Eren fait toujours crisper des visages, mais de colère et d'incompréhension, qui va venir appuyer le changement du chasseur, avec un parallèle fait entre le Eren de avant et le Eren de maintenant. Mais alors, qui est en mesure de comprendre Eren Yeager? Eh bien peut-être son frère, Sig,
qui depuis le début cherche à rentrer en contact avec lui. Et donc au fur et à mesure que cet épisode avance, une hypothèse se profile, qui dans le manga sera dit très explicitement. Eren est potentiellement manipulé par Sig. On a un personnage qui ne voulait pas mettre ses amis en danger, qui les met toujours en retrait, et aujourd'hui leur force la main, forçant même son meilleur ami qui déteste la violence à dévaster tout un paysage et tuer plein d'innocents. Comment expliquer ce changement drastique de situation? Pour eux, ce n'est pas possible qu'il a changé en si peu de temps. Eh bien, s'il s'avère être que Eren est bel et bien manipulé, l'île du paradis a tous les moyens en sa possession. Eren est emprisonné, Sig est sous la surveillance de Levi et tous les flacons de liquide cérébrospinal sont en leur possession. Ils pourront donc, si ils le souhaitent, transmettre l'originel à quelqu'un de plus fiable. Car oui, même si Sig est de sang royal, ce dernier ne peut pas contrôler les titans et donc servirait juste d'interrupteur au nouvel hôte de l'originel. Alors dans cet épisode, ce qu'on remarquera nous les lecteurs de scan, c'est qu'il y a énormément de scènes et de dialogues manquants. Bien évidemment, cela n'empêche pas la compréhension globale de l'épisode. Et par ailleurs, il y aura aussi quelques scènes modifiées qui, je trouvais dans le manga, étaient vraiment abusées, notamment quand Kiyomi parle des ressources de l'île du paradis en se léchant, dans le manga, elle va carrément saliver. Une petite scène qui m'avait vraiment perturbé à ce moment-là quand je lisais les scans. Mais en tout cas, cet épisode de Shingeki no Kyojin était vraiment réussi, notamment les décors, encore une fois, qui sont juste sublimes. Vous l'aurez remarqué, durant cette analyse, je n'aurais pas parlé en détail de certaines scènes. Notamment, j'aurais pu rentrer plus en profondeur sur le comportement de Eren Yeager, mais j'estime qu'il sera plus pertinent de le faire d'ici quelques épisodes, et justement, ça évitera de vous spoiler. Concernant l'épisode précédent, plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelque chose. Est-ce que Niccolo avait des sentiments pour Sacha? Eh bien, sachez que par le type et le nombre de fleurs que Niccolo a posées sur sa tombe, cela signifiait « Tu resteras à jamais dans mon cœur ».